On va poursuivre maintenant avec la présentation donc, par Olivier Rosenfeld, président de la société FIDroit, donc société de conseil juridique avec laquelle nous avons l'habitude de travailler régulièrement au sein du cabinet, puisque nous les consultons très souvent pour affiner nos stratégies et confirmer l'analyse qu'on peut avoir. Le sujet donc sera le prélèvement à la source, qui va être une très très grosse actualité à partir de 2018. Comment est-ce que ça va s'appliquer? Quelles sont les précautions à prendre en 2018? Les pièges éventuels qu'il pourrait y avoir? Donc un vaste sujet. Merci Grégory. Bonjour à toutes et à tous. Il m'appartient effectivement dans une petite heure de faire de vous des spécialistes du prélèvement à la source, qui est un défi à relever extrêmement ambitieux. Il n'en reste pas moins que je vais m'efforcer de tenir ce rôle pour vous permettre d'avoir un éclairage, mais surtout de voir quelles sont les dispositions que vous pourriez prendre de telle façon que vous soyez en capacité d'optimiser votre fiscalité. Je ne sais pas si le son est bon, pas trop fort, parce que moi je m'entends très fort. Donc vous le voyez au travers de cette équation mathématique, le prélèvement à la source, c'est à peu près ça. À la vérité, pour être sincère avec vous, c'est surtout l'année transitoire que nous connaissons, que certains ont appelée année blanche, qui vient perturber, altérer, polluer un peu notre raisonnement. À la vérité, une fois que cette année 2018 se sera écoulée, nous pourrons considérer que la route devient à peu près rectiligne. J'en veux pour preuve que entre le prélèvement à la source d'une part et le prélèvement forfaitaire unique ou flat tax d'autre part, nous devrions avoir une visibilité un peu plus intéressante, un peu plus importante que celle qui nous a été réservée jusqu'à aujourd'hui avec le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Venons-en au fait. Cette année, si tout s'est bien déroulé pour vous, il est vraisemblable que vous ayez perçu des revenus qui vont faire naître une imposition au cours de l'exercice fiscal 2018. Vous avez déjà eu à verser certains acomptes. Mais en 2019, année au cours de laquelle sera activé ce fameux prélèvement à la source, il n'y aura plus de décalage d'une année, comme c'est le cas encore aujourd'hui, entre la perception du revenu et son imposition. Si bien que vos revenus de 2019 seront bel et bien taxés en 2019. Sauf qu'entre 2017 et 2019, chacun l'a bien anticipé, nous avons l'année 2018, celle qui est en cours, qui, elle, est soumise aux règles actuelles. C'est-à-dire celles pour lesquelles l'impôt est décalé d'une année comparativement à la perception du revenu. Et par voie de conséquence, vous comprenez alors qu'en 2019, nous devrions toutes et tous supporter deux impôts. La retenue à la source de 2019 sur les revenus de 2019 et l'impôt en 2019 dû à raison de la perception de revenus en 2018. Pour éviter ce risque de double imposition, le législateur a mis en place ce qu'il faut appeler aujourd'hui le CIMR, Crédit d'impôt, modernisation, recouvrement. Quel est l'objectif de ce fameux CIMR? Eh bien, neutraliser l'impôt qui aurait dû être payé en 2019 au regard des revenus reçus en 2018. Mais attention, ce crédit d'impôt modernisation recouvrement ne neutralisera que les seuls revenus courants perçus en 2018. Et parmi les revenus courants, on peut penser en premier lieu aux salaires, aux primes de retraite. Ces revenus courants, en effet, vont devoir être distincts ou distingués des revenus dits exceptionnels. En effet, le législateur a anticipé que certains esprits habiles, vous, nous, conseils, allions essayer d'étudier comment contourner ces obstacles. Et notamment comment, grâce au CIMR, baisser notre impôt. Or, il aurait été parfaitement utile, judicieux, pertinent, intelligent de concentrer un maximum de revenus en 2018, sachant qu'avec ce fameux CIMR, j'aurais obtenu le droit de ne pas payer d'impôt. C'est la raison pour laquelle le CIMR
ne s'appliquera qu'aux seuls revenus courants. Les revenus exceptionnels, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas vocation à être reconduits dans le temps, ou en tout cas de manière systématique, des dividendes, des plus-values financières, resteront taxés en 2019. Et donc, par voie de conséquence, si d'aventure vous deviez percevoir au cours de cet exercice 2018 ces fameux dividendes ou plus-values, ces revenus resteront taxés en 2019. Mais cela ne nous empêche pas d'être habiles, c'est ce que nous allons explorer ensemble. Ce prélèvement à la source, je le disais, va s'appliquer aux salaires, retraite essentiellement, ou autres rentes, sauf que votre situation est différente de ce que nous retrouvons pour la majeure partie de la population. Votre activité vous amène à avoir des revenus professionnels. Pour certains d'entre vous, des BNC, bénéfices non commerciaux, pour d'autres des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, ou des BA, bénéfices agricoles, pendant que d'autres, et ça peut être là encore le cas de certains d'entre vous, allaient agir sous couvert de sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés, comme pourrait l'être, par exemple, les CELARL. Et dans cette hypothèse, vous allez, pour certains d'entre vous, si vous deviez être des gérants majoritaires, percevoir ce qu'on appelle des rémunérations article 62. Or, lorsqu'on perçoit des revenus professionnels, et c'est notamment vrai pour des bénéfices non commerciaux, la base imposable n'est connue qu'à l'issue d'une année. Au même titre, par exemple, que ceux d'entre vous qui percevraient des revenus fonciers. Vous allez engranger des revenus et décaisser des charges. Et ça n'est qu'au 31 décembre que vous saurez quelle est la base imposable. C'est la raison pour laquelle, même si vous deviez être concerné par le prélèvement à la source, lorsque vous recevez des revenus professionnels, vous ne paierez qu'un acompte. En effet, puisque le revenu n'est connu qu'en fin d'année, le législateur va appliquer le taux du prélèvement à la source, mais sur un revenu antérieur, celui qui a été déterminé 2 ans avant, ce qui vous obligera à des régularisations ultérieures. Donc vous voyez, autant le régime peut être simple pour ceux qui perçoivent un salaire qui est le revenu définitif, autant pour celles et ceux qui perçoivent des revenus professionnels, les règles du jeu deviennent déjà un peu plus fastidieuses et supposeront un suivi. Et comme je le disais tout à l'heure, subsistera un régime classique, celui qui prévoit un décalage d'une année entre la perception et la taxation pour les dividendes et autres plus-values financières. À partir de là, vous pourriez vous dire, nous avons à peu près identifié à la fois le champ d'application du prélèvement à la source et le taux qui pourrait s'appliquer. Sauf que là encore, il y a la règle et les exceptions. Même s'il ne faudrait pas l'entendre au sens juridique du terme comme tel, vous allez avoir un certain nombre de revenus qui n'auront pas vocation à être soumis au taux du prélèvement à la source. En effet, il ne vous a pas échappé, ou peut-être l'avez-vous lu ici ou là, que certains revenus, notamment ce qu'on appelle les revenus de capitaux mobiliers, soit les intérêts, par exemple, rattachés à un compte courant d'associés, mais ça pourrait être plus simplement un livret bancaire qui générerait des intérêts fiscalisés. Ce peut être des dividendes perçus à la lumière de votre qualité d'associé ou d'actionnaire d'une société assujettie à l'IS. Eh bien, ces revenus seront soumis à la flat tax, celle qu'a évoquée furtivement Jean Prieur tout à l'heure, un taux de 12,8 pour l'impôt sur le revenu, auquel il faut additionner les prélèvements sociaux de 17,2%, soit un taux de 30%. De la même manière, les plus-values dites financières, les plus-values mobilières, auront à connaître ce même taux de 30%, le prélèvement forfaitaire unique, sauf à avoir opté pour le barème progressif, puisque la personne qui me succédera, Philippe Régnier, vous expliquera que le prélèvement forfaitaire unique est normalement la règle, mais qu'il y aura des exceptions puisqu'on pourra opter pour le régime actuel. Et puis, vous avez d'autres exceptions, comme les plus-values immobilières, qui, elles, sont taxées à un taux de 19% plus 17,2% de prélèvements sociaux, après des abattements pour durée de détention. Donc, vous le voyez, quand bien même sera porté à notre connaissance à l'automne prochain
le taux du prélèvement à la source qui s'appliquera en 2019, il n'en reste pas moins que ce taux n'aura pas une vocation universelle en fonction de la nature de vos revenus. Vous pourrez avoir soit encore le barème progressif qui s'appliquera, soit le taux de la flat tax. En tout cas, les revenus qui seront concernés par la flat tax, je l'ai dit, ce sont les salaires et rémunérations assimilées, dont celles auxquelles vous êtes confrontés, la rémunération des indépendants, que vous agissiez en tant qu'entrepreneur individuel ou au travers d'une société, puisque si vous étiez dans une société pour laquelle votre statut social devait être celui d'un gérant majoritaire, eh bien, vous aurez à connaître là aussi l'application de la flat tax. Si je rentre un peu plus dans le détail maintenant, pour que vous voyez que là encore le diable se cache dans les détails, on va considérer de manière assez logique qu'un salaire sera un revenu courant parce qu'il a vocation à être perçu pour un montant identique année après année, sauf évidemment une augmentation prévue par son employeur. Dans cette hypothèse, c'est un revenu courant, il sera soumis à la flat tax, il sera soumis au prélèvement à la source et par voie de conséquence ne fera pas l'objet d'une taxation en 2018 grâce à ce fameux CIMR, Crédit d'impôt modernisation recouvrement. Mais derrière les salaires peuvent se cacher, ou rémunérations assimilées, peuvent se cacher un certain nombre d'hypothèses légèrement distinctes, mais qui, pour le coup, nous feront perdre le bénéfice du revenu courant qui ne donnera lieu à aucune taxation. Je pense par exemple aux indemnités de rupture de contrat, aux primes exceptionnelles qui pourraient vous être versées, qui seront traitées comme des revenus exceptionnels et par voie de conséquence taxés en N+1, c'est-à-dire en 2019. C'est également vrai pour celles et ceux qui pourraient percevoir de l'intéressement ou de la participation, sauf à verser ces sommes sur votre plan épargne entreprise. Ce sera le cas dans l'hypothèse où vous avez une formule d'épargne retraite qui prend fin et qui vous permet de recevoir un capital. Là encore, ce sera un revenu exceptionnel qui restera taxé en N+1. Là où les choses vont se gâter, c'est précisément la situation à laquelle vous êtes confrontés. En tout cas, je le suppose pour la plupart d'entre vous, puisque sont concernés aussi bien ceux qui relèvent des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, donc les professions libérales, mais aussi ceux qui auraient choisi d'agir sous couvert d'une société assujettie à l'impôt sur les sociétés, pour lequel leur statut serait celui d'un gérant majoritaire. Parce que vous allez voir que pour déterminer la part considérée, traitée comme un revenu courant, ou celle qui au contraire serait traitée comme exceptionnelle, nous allons devoir raisonner sur 4 années successives. C'est ce à quoi je vous destinerai tout à l'heure pour comprendre un peu le mécanisme. Je réserve ma réponse un petit peu plus tard. Sur le taux qui sera appliqué en vitesse de croisière, eh bien, en 2017, nous avons les uns et les autres reçu des revenus pour lesquels il nous appartient au cours du printemps à venir de procéder à une déclaration de revenus. Sur la base de cette déclaration de revenus, l'administration fiscale va déterminer, comme de coutume chaque année, le montant de l'impôt. Or, sans rentrer dans des détails scientifiques qui nous donneraient mal à la tête prématurément, si nous faisions grosso modo le rapport entre l'impôt et les revenus qui ont été déclarés, même si ça n'est pas tout à fait juste, on va pouvoir déterminer le taux du prélèvement à la source. Ce taux va être communiqué à l'automne aux employeurs, aux caisses de retraite qui auront vocation donc à appliquer ce prélèvement à la source, et chacun d'entre nous aura également connaissance de ce taux, puisque l'avis d'imposition que nous recevrons au cours de l'automne 2018 le mentionnera. Autrement dit, nous connaîtrons effectivement ce taux. Or, chaque printemps sera l'occasion, malgré la mise en œuvre du prélèvement à la source,
de réaliser nos déclarations de revenus, de telle façon que l'administration fiscale soit en capacité de réactualiser le taux du prélèvement à la source. Autrement dit, je fais ma déclaration en avril 2018. Ça permet à l'administration de déterminer le taux qui sera appliqué en 2019. Mais attention, à l'identique de ce qui se passera par exemple en avril 2019, permettant à l'administration de déterminer un nouveau taux à l'automne 2019 et par voie de conséquence de réactualiser le taux du prélèvement à la source. Si bien que le taux qui sera appliqué ne coïncidera pas avec l'année civile. Il aura vocation à être en vigueur entre le 1er septembre d'une année et le 31 août de l'année suivante. Autrement dit, au 31 août 2019, l'administration communiquera un nouveau taux sur la base des revenus que nous avons déclarés en 2018. Donc vous voyez que vous aurez un raisonnement comme ça au fil de l'eau. Sachant que ce taux, il est calculé avant les crédits ou réductions d'impôts auxquels certains d'entre vous pourraient accéder, soit parce qu'ils ont fait un investissement patrimonial tel un investissement Pinel, ou parce que plus simplement, ils feraient appel à un salarié à domicile. Toutes ces hypothèses donneront lieu à un avantage fiscal qui sera préservé, mais différé dans le temps, je vais m'en expliquer. En tout cas, vous avez compris que le taux va évoluer à chaque 1er septembre d'une année. Et ce taux de prélèvement à la source pourrait connaître lui-même des exceptions. Des exceptions qui, en réalité, nous ramènent à vos situations respectives. En effet, certains d'entre vous pourraient, par exemple, solliciter l'application de ce qu'on appelle le taux neutre. Parce que souhaitant une certaine confidentialité, ils ne souhaitent pas que de tierces personnes puissent connaître votre taux d'imposition et par votre conséquence, ce qui pourrait être la traduction de votre situation en termes de revenus ou de patrimoine. De la même façon que vous pourriez solliciter un taux dit individualisé, considérant que dans le foyer fiscal que vous représentez, l'un des deux a des revenus beaucoup plus conséquents que l'autre. Et celui ou celle qui aura un revenu faible, de se dire finalement qu'on ampute par trop son revenu personnel parce que le taux a été déterminé à la lumière des revenus ou du revenu global du foyer. Et donc, vous allez demander l'application d'un taux propre à chacun des époux, propre à chacun des partenaires. Mais ne croyez pas ici que ce soit un moyen pour payer moins d'impôts. L'administration constituera un taux qui lui permette d'obtenir ce qu'elle aurait eu s'il n'y avait eu qu'un seul taux pour l'entièreté du foyer fiscal, évidemment. Et puis, vous pouvez accéder à un taux nul, c'est notamment l'hypothèse de ceux qui ne sont pas encore connus de l'administration fiscale parce qu'ils débuteraient leur activité professionnelle. Donc, hypothèse qui n'est pas, a priori, la vôtre au regard de l'auditoire qui me fait face. Quelques illustrations maintenant sur le plan stratégique, puisque autant il est utile de voir comment le prélèvement à la source va fonctionner, autant ce qui nous intéresse, ce qui vous intéresse au premier chef, c'est de vous dire comment puis-je faire maintenant pour non seulement me protéger dans mon activité des risques attachés à la pratique de cette activité, mais comment puis-je obtenir à partir de là un revenu disponible le plus élevé possible. Et là, vous avez deux possibilités. Soit vous travaillez plus qu'avant, soit à revenu identique, vous essayez de minimiser votre fiscalité. Comme je n'ai pas d'emprise sur la première possibilité, je vais essentiellement travailler sur le second scénario, celui qui consiste à revenu identique, de limiter votre fiscalité. Mais avant de rentrer dans ces aspects pratiques, je réponds à vos éventuelles questions sur la partie théorique, acceptant l'idée que j'ai essayé de vous la développer en, je sais pas, un gros quart d'heure, 20 minutes, et donc ce sont des choses qui peuvent être difficiles à appréhender, à digérer en début d'après-midi. Donc je réponds d'abord à ces questions avant de poursuivre. En avez-vous, monsieur? Vous me permettez d'enlever la veste parce qu'il fait très très chaud.
Alors ça, je vais le développer très largement sur le plan stratégique un peu plus tard. Là, je n'avais fait que poser les briques. Sur la notion, sur le premier point que vous évoquez. En réalité, si la prime n'est que l'exécution d'un contrat existant préalablement à la mise en place du prélèvement à la source, ce que vous recevrez ne sera pas considéré comme exceptionnel. Prenez l'hypothèse d'un commercial, qui est un revenu variable parce que une partie de son revenu est indexée sur l'activité qu'il va produire et sur les résultats qu'il va obtenir. Ce n'est pas parce que cette année, il aura une activité meilleure que nécessairement, mécaniquement ou automatiquement, ce revenu supplémentaire relèverait du revenu exceptionnel. Donc on est bien dans l'hypothèse où je vais profiter d'une brèche dans le texte qui nous est proposé pour obtenir un revenu qui, en l'état antérieur du contrat qui m'unissait à mon employeur, je n'aurais pas pu obtenir ce revenu. Je suis clair lorsque je vous dis ça? C'est bon? Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez avoir des revenus qui, par leur nature, seront considérés comme exceptionnels, quel qu'en soit le montant. Je m'explique. Vous recevez 12,50 € de dividendes et vous avez 1 million de salaire, ces 12,50 € seront exceptionnels. Pourquoi? Parce que par nature, un dividende sera considéré comme exceptionnel. Et à l'inverse, vous allez avoir des revenus qui seront considérés transitoirement, puisque rappelons-nous que tout cela n'est lié qu'à l'année blanche, des revenus qui seront considérés comme exceptionnels à raison de leur montant. C'est là où il peut y avoir parfois quelques subtilités. D'autres questions, madame? Oui, je vais y revenir justement parce que c'est maintenant, d'un point de vue pratique, je vais vous dire comment vous pourriez être habile, astucieux. Monsieur. Je vais y venir aussi. Je garde ça près de moi, non pas que je regarde mes messages, mais ça me permet de voir à peu près comment j'avance en termes de timing. Je vais le développer. Une autre question? Mais c'est bon, ça prouve que dans ce que j'ai prévu, je devais être à peu près en phase avec vos attentes. Alors, quelques illustrations de stratégies possibles. Et évidemment, par rapport au taux qui nous est imparti, je me suis concentré sur votre situation, en tout cas celle qui, je l'espère, se rapproche le plus, a priori, de vos environnements respectifs. Pour savoir si votre revenu est courant et exceptionnel lorsqu'on relève des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, BNC, bénéfices non commerciaux, ou BA, bénéfices agricoles, ou lorsqu'on perçoit des rémunérations de gérants, on nous dit qu'il va falloir comparer la rémunération, le bénéfice de 2018, celui qui est en cours de formation, avec les revenus au bénéfice des 3 années précédentes. Autrement dit, 2015, 2016, 2017. Et là, le législateur nous dit que si le revenu de 2018 devait dépasser la plus forte de ces 3 dernières années, 2015, 2016, 2017, le revenu qui excédera sera considéré comme exceptionnel. Vous voyez en rouge, ce qui est en rouge est exceptionnel. Pourquoi? Parce que la plus forte des 3 dernières rémunérations, 3 derniers bénéfices, c'était 100 en 2016. Or, je vais percevoir en 2018 120. J'aurai donc 20 d'exceptionnel. Sauf que, on a voulu simplifier les règles du jeu, et en même temps, c'est la phrase consacrée, et en même temps, on a laissé subsister ici ou là quelques règles toujours aussi fastidieuses. Puisque ce même législateur nous dit, attention, ce revenu pourrait être considéré comme exceptionnel, sauf si, en 2019, vous deviez reconstituer un revenu ou un bénéfice au moins égal à celui de 2018. Et là, dans ce contexte, très bonne nouvelle, eh bien, madame, monsieur le contribuable, finalement, votre surplus de revenus ou de bénéfices de 2018
sera finalement courant et donc exonéré. Une sorte de voiture-balai. À partir de là, que peut-on imaginer? Eh bien, la première chose, c'est que pour ceux qui travaillent, il va falloir travailler encore plus. Alors là, c'est en référence à l'ancien président. Je vous ai parlé du nouveau, de manière subliminale, il y a l'ancien. Travailler plus pour gagner plus maintenant. Ou travailler plus pour payer moins d'impôts. Et puis pour ceux qui avaient déjà levé le pied, il va falloir réappuyer un peu sur l'accélérateur. Pourquoi? Parce que si je veux bénéficier de ce texte finalement favorable, j'ai intérêt à avoir une grosse rémunération en 2018 et une grosse rémunération en 2019, ou un gros bénéfice en 2018 et un gros bénéfice en 2019. Pourquoi? Parce qu'une seule des deux années sera imposée. J'aurai ici ce surplus. Ça, de toute façon, c'est exonéré. Mais ce surplus le sera tout autant parce que j'ai, en 2019, créé les conditions pour faire au moins autant que 2018. Ça veut donc dire que j'aurai 2 belles années, mais l'une seule des deux sera imposée, celle de 2019 et pas celle de 2018. Alors, après, je vais le voir notamment, j'essaie de voir différents points et je vais l'évoquer avec Madeleine. Maintenant, évidemment, je raisonne comme dans un livre, au sens où après, tout dépend de vos situations respectives. Là, j'essaie de vous dire, théoriquement, voilà comment vous pourriez, ou voilà quel chemin emprunter pour arriver au résultat le plus probant fiscalement. Deuxième hypothèse. Ça, ce serait par exemple, pour varier les plaisirs, celui qui était entrepreneur individuel pour mieux rebondir sur les propos de Jean Prieur, qui dissociait effectivement, qui distinguait le cas de l'entrepreneur individuel de celui qui agissait par le prisme d'une société. Imaginons maintenant celui qui agisse dans une société, qui soit gérant majoritaire. Nous sommes en plein dans les clôtures de bilan. Donc tout n'est pas fini. Donc tout vous autorise à vous verser une prime. Évidemment, là, il faudra être habile, c'est que cette prime, il ne faut pas la recevoir. Parce que sinon, en matière d'impôt sur le revenu, on est dans un régime encaissement-décaissement. Si vous l'encaissez effectivement en 2018, on va la rattacher fiscalement en 2018. Donc ce qu'il faut, c'est plutôt matérialiser au sein du bilan de la société, consécutivement au versement de cette prime, un compte courant. C'est-à-dire qu'on va traduire le fait que la société vous doit cette somme, et comme le bilan est en réalité arrêté au 31 décembre, c'est que cette somme a existé avant le 31 décembre. Et là, que va-t-on pouvoir prévoir? Eh bien, si en 2017, grâce à cette prime, j'ai augmenté mon revenu, je me donne faculté de reproduire la même chose en 2018, sans que 2018 ne soit considéré comme exceptionnel et donc taxable, puisque précisément 2017 était déjà élevé. Donc vous voyez que votre raisonnement peut jouer sur 2018 et 2019, ou 2017 et 2018. Là encore, chacune de vos situations ou hypothèses personnelles permettra d'identifier la solution la plus appropriée et de subordonner, évidemment, de conditionner le choix le plus opportun. Sachant que, évidemment, à partir de ce moment-là, vous aurez besoin de notre hôte Grégory Leclerc parce que on peut aussi très vite dériver, très vite glisser, et l'administration pourra aussi être prompte à réagir. Donc il faut être accompagné. Première piste de travail. Deuxième piste de travail. Nous avons évoqué le crédit d'impôt modernisation recouvrement, CIMR. Celui qui permet de ne pas être taxé sur les revenus de 2018. Je le dis parce que c'est agréable à l'oreille, je le répète, qui va nous permettre de ne pas être imposé sur les revenus courants de 2018. Sauf que ce crédit d'impôt modernisation recouvrement, je vous l'ai dit, il n'est censé annihiler que le seul revenu courant de 2018. C'est la raison pour laquelle, dans la formule de calcul, vous voyez que le CIMR, c'est l'impôt lui-même proratisé par le rapport entre les revenus non exceptionnels
et le revenu global. C'est ce qui fait que subsiste un impôt en 2019, lequel? Celui rattaché à la perception de revenus exceptionnels. Seuls les revenus courants, une nouvelle fois, sont exonérés. Eh bien, derrière toutes ces formules se cache, là encore, une autre piste de travail. C'est que vous pourriez vous dire, finalement, je n'ai pas d'intérêt à percevoir un revenu exceptionnel puisqu'il reste taxé. Or, ça n'est qu'en partie vrai. Parce qu'il va être taxé, mais à un taux plus favorable que ceux que vous avez eu à connaître les années précédentes pour la même typologie de revenus. Je le démontre. Jusqu'à maintenant, quand vous aviez vos revenus et que vous aviez en plus la chance, l'opportunité, le plaisir, le bonheur d'avoir un revenu exceptionnel, il était taxé à la marge, c'est-à-dire en fonction de votre tranche marginale d'imposition. Votre taux montait. Sauf que maintenant, on ne va plus raisonner, pour être schématique, de manière verticale, mais de manière horizontale. Une fois que nous allons déterminer le taux d'imposition lié au prélèvement à la source, eh bien, nous allons voir nos revenus exceptionnels être taxés sur la base de ce taux et non pas sur la base du taux marginal d'imposition. Nous serons taxés à un taux moyen. Si bien que mon revenu courant de 2018 sera exonéré, en tout cas non imposé par le jeu du CIMR, crédit d'impôt modernisation recouvrement qui neutralise les revenus courants, et mes revenus exceptionnels, eux, vont être imposés à un taux moyen. Démonstration mathématique. Imaginez que vos revenus courants soient de 100 000 euros. Et vous avez perçu au cours de l'année 2018 des revenus exceptionnels, par exemple des dividendes, pour d'autres des plus-values financières. Sur la base de ces revenus, on va partir de l'hypothèse que votre tranche marginale d'imposition, c'est 41%. Autrement dit, votre impôt sur revenu, ce serait 39 700 euros. En rouge, ce que vous devez décaisser. En tout cas, ce que vous auriez dû décaisser. Puisque le crédit d'impôt modernisation recouvrement est censé ensuite neutraliser l'impôt sur les revenus courants. Or, au regard de la formule présentée il y a 2 minutes, nous allons proratiser l'impôt, 39 700, par le rapport existant entre les revenus courants, 100 000, et la totalité des revenus, 130 000. 100 de revenus courants, plus 30 000 de revenus exceptionnels. Autrement dit, votre CIMR, c'est 30 500 euros. Retenez, crédit d'impôt, 30 500 euros. Or, lorsqu'on a calculé l'impôt sur le revenu de 39 700, ça a été l'occasion pour nous d'extérioriser la part rattachée au revenu exceptionnel, 12 300 euros. 12 300, c'est 41% fois nos 30 000 de revenus exceptionnels. Eh bien, si j'applique le CIMR 30 500 sur l'impôt global, 39 700, il me restera quoi comme impôt à payer en 2019? La différence, c'est-à-dire 9 200 euros. Ces 9 200 euros sont donc l'impôt qui subsistera, le reliquat après l'application du CIMR, et reliquat qui est censé être rattaché à quoi? À mes revenus exceptionnels. Or, combien ai-je obtenu de revenus exceptionnels? 30 000 euros. 9 200 sur 30 000, j'ai un taux d'imposition de 30%, quand mon taux marginal d'imposition est de 41. Autrement dit, si nous devions dire « je ne cherche pas cette année à percevoir de revenus exceptionnels parce qu'il reste taxé », ce raisonnement pourrait être hâtif. Oui, il est taxé, mais un taux meilleur que celui que vous avez connu avant et que celui que vous connaîtrez peut-être après. Donc là encore, c'est du cas par cas. Jamais blanc ou noir. Tout dépend de votre situation. Après, c'est l'habileté du conseiller de voir comment, c'est chiant, il y a des petites coupures de son, je ne sais pas si vous l'entendez, à chaque hypothèse, vous avez une solution à imaginer qui correspondra à votre
à votre besoin. Oui. Alors là, ça c'est presque une réponse à madame. Madame pourrait me dire ce qu'elle m'a dit tout à l'heure avec beaucoup de délicatesse, de courtoisie, de gentillesse. Mais madame m'a interpellé en me disant « Oui, mais ça veut dire que il faut que je fasse une grosse année en 2019. » Eh bien, peut-être qu'effectivement, vous ne la ferez pas parce que les circonstances ne vous le permettent pas. Bah, il n'en reste pas moins que on aura montré que finalement, ce gros bénéfice, ce gros revenu, c'était quand même sympathique. Vous auriez pu avoir encore mieux, mais vous avez eu déjà un résultat qui est assez satisfaisant. Vous voyez? C'est plutôt ce mode de lecture qu'il faut avoir. Alors certains vont se dire, à la lumière de ce dernier propos, bah, percevons des revenus exceptionnels. Attention, ce raisonnement est tenu pour cette année. Or, nous avons quelques années encore devant nous avant de partir de manière sympathique à la retraite. Ça veut donc dire qu'il va falloir dépasser ce premier raisonnement. Or, certains d'entre vous auront imaginé avec un peu d'opportunisme, effectivement, la perception d'un revenu exceptionnel au cours de 2018. Sauf que dans les années ultérieures, ils auront à réfléchir sur les différentes modalités leur permettant d'appréhender de la trésorerie qui, aujourd'hui, appartient à la société. Jusqu'au jour où, effectivement, on mettait en distribution le résultat comptable sous la forme d'un paiement de dividendes. Or, pour ces années ultérieures, eh bien, vous aurez à comparer, notamment, le raisonnement devrait être enrichi d'autres possibilités, mais notamment de la possibilité qui se présente à vous, qui est de réduire le capital plutôt que de vous verser des dividendes. Quand je dis ça, j'accepte l'idée de rentrer déjà dans des messages un peu techniques, mais c'est encore une fois pour vous dire que ce que nous évoquons sont des possibilités, mais pas des obligations, parce qu'il y a un panel et une diversité de pistes de travail. En tout cas, prenons le cas suivant. Imaginez que je sois toujours sur une tranche marginale de 41%, avec une société valorisée 1,5 million, et il se trouve que la société elle a de la trésorerie. Sachant que le prix de revient des actions, c'est à peu près 10% du prix actuel, 150 000 euros. Pourquoi la société a-t-elle de la trésorerie? Eh bien parce que ça fait des années qu'avec des taux très élevés, les Français qui sont entrepreneurs ne se distribuent plus de dividendes. Donc, on a dans les bilans et les charges sociales. Mais on va faire des trucs sympathiques tout à l'heure. Parce que je vais revenir au slide précédent. En tout cas, je pourrais, plutôt que de me verser des dividendes, réduire le capital. Réduire le capital, c'est quoi? Ma société est riche de trésorerie quand moi, je suis riche de droits sociaux qui représentent la fraction de capital que je détiens dans la société. Or, je peux passer un deal avec ma société. Et en général, quand je suis l'associé majoritaire, si je ne suis pas schizophrène, je suis d'accord avec moi-même. Donc, je peux dire à ma société, donc en me parlant à moi-même, j'ai 100 de titres, je vais en annuler une partie. Je vais les annuler. Sauf que ces titres avaient une valeur. Eh bien, je vais dire à la société, si j'annule ces titres qui avaient une valeur dans mon patrimoine, la contrepartie, c'est que toi, société, tu me donnes quelque chose qui est à due concurrence de ce que valaient mes droits sociaux. Pourquoi pas de la trésorerie? Et donc, je vais annuler des droits sociaux et en contrepartie, la société doit me désintéresser à hauteur de ce que valaient mes droits sociaux. Cette fameuse trésorerie, celle que j'avais jusqu'alors obtenue par le voie du paiement de dividendes. Eh bien, regardez ce qui va se passer ici. J'ai raisonné sur les dividendes qui auraient pu vous apparaître dans un premier temps comme la meilleure solution. Et maintenant, nous sommes en vitesse de croisière. Et j'ai à chaque fois croisé les deux possibilités que sont le prélèvement forfaitaire unique ou le barème progressif, puisque Philippe Régnier vous le dira, vous pourrez une nouvelle fois continuer à opter pour le barème progressif. Et j'ai croisé ces deux hypothèses à celle de la réduction de capital. Je vous fais grâce du calcul ou des calculs intermédiaires pour mieux vous concentrer sur les résultats. Et vous allez voir que systématiquement, j'ai noté avec des étoiles, comme si on était sur un appartement BNB, là, Airbnb, sur notre réduction de capital, vous allez voir que vous arrivez systématiquement à des résultats meilleurs que le paiement de dividendes.
Tout ça pour vous dire que la fiscalité n'est pas une fatalité, vous pouvez la manager, vous pouvez la gérer. Maintenant, alors c'est ce qu'on appelle, dans un jargon de professionnel, le toilettage du bilan. Parce que vous pourriez effectivement imaginer que cette opération soit opportune, et en même temps, je rappelle, ou en tout cas je vous informe, que quand vous vendez vos droits sociaux, vous êtes dans un régime d'imposition qui est strictement identique au cas de la sortie de trésorerie. Donc si, jusqu'alors, c'était un moyen pour potentiellement améliorer votre fiscalité, demain, ça pourrait être neutre. Mais ça ne veut pas dire que vous ne le feriez pas, parce que ça peut être une autre hypothèse. L'hypothèse, quelle serait-elle? C'est que vous dites à votre cessionnaire potentiel, ma société vaut d'autant plus cher qu'il y a de la trésorerie. Et lui dit, pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que tes clients, qui vont devenir les miens, une fois que j'ai racheté ta société, vont me rapporter. Et donc, lui, n'intégrant pas sa juste valeur, ce que vaut la trésorerie, son montant, ben vous allez dire qu'à cela ne tienne, je vais d'abord la sortir et je te vends la société après. Tu es toujours d'accord que ça vaut la même chose? Et donc, si vous dit, oui, non, je ne paierai pas plus, vous sortez cette trésorerie, ou soit, à ce moment-là, dans la négociation, lui va vous dire, c'est vrai que je préférais que dans la société, il y ait les 300 000 que tu envisageais de sortir. Et je reconnais que ça a une certaine valeur. Comment? Alors, c'est parce que quand vous pourrez opter pour le barème progressif, vous aurez le droit à des abattements pour durée de détention qui sont conditionnés par la situation de votre société et la relation qui vous unit à cette société. Je ne rentre pas dans les détails parce que là, on aurait des développements conséquents. Mais en tout cas, c'est pour dire que là encore, vous avez plusieurs possibilités. Sachant que quand je vous dis ça, ça peut vous donner le sentiment que le barème progressif, oui, je reviens par rapport à la question de madame, constitue des opérations très intéressantes. Or, une autre piste de travail, certains d'entre vous sont une nouvelle fois dirigeants de SCRL ou de CELARL, peu importe. Eh bien, cette année, il s'ouvre à vous des perspectives très intéressantes. Vous voyez, je m'amuse parce que je vous fallais un peu à gauche, un peu à droite, un peu devant, un peu derrière, pour vous montrer qu'il y a une palette de possibilités. Madame me disait qu'il y avait effectivement une présence de trésorerie dans les sociétés. Et on disait, je viens de faire un arbitrage entre dividendes et puis réduction de capital. Et je vais revenir volontairement sur la réduction, sur le paiement de dividendes. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle sociale depuis quelques années qui vaut que parfois nos dividendes soient requalifiés en revenus d'activité d'un point de vue social et donc génèrent des cotisations. Supérieur à 10% le montant du capital social, plus compte courant, plus prime d'émission. Et tout le monde a vu ça comme quelque chose de négatif. Mais ça, c'est quand on est passif. Quand on est actif et qu'on a un regard actif par rapport à cette réalité, vous savez qu'au niveau fiscal, plus vos revenus augmentent, plus votre tranche marginale augmente. Mais au niveau social, c'est exactement l'inverse. Plus vos revenus augmentent, plus la tranche marginale sociale baisse. Donc si vous distribuez massivement des revenus, sous forme de dividendes, vos dividendes vont devenir cotisables. Et au-delà, grosso modo, de 5 plafonds annuels de la sécurité sociale, c'est-à-dire grosso modo 200 000 euros, je reconnais que certains pourraient se dire c'est au-delà de ma situation, pendant que d'autres se disent je suis pile là-dedans. Si je me verse des dividendes qui deviennent cotisables, je verse ma société en tout cas des cotisations qui sont déductibles de l'IS. Eh bien, sans rentrer là encore dans des détails fastidieux, si d'un côté, pour le dividende au sens de l'impôt sur le revenu, je suis au prélèvement forfaitaire unique de 12,8%, et que c'est ma société qui a payé des cotisations sociales qui sont déductibles, vous allez avoir grosso modo un taux d'imposition qui va être extrêmement canon, qui va être compris entre 20 et 25%. C'est-à-dire quelque chose qu'on n'a jamais connu depuis des années. Donc là encore, ça nous ramènera à l'hypothèse que ça peut valoir le coup de se verser des dividendes quand on est travailleur non salarié. Donc là encore, ça dépend des hypothèses de chacun. Je poursuis. Sur l'immobilier, puisque certains d'entre vous
m'ont effectivement, à juste titre, sollicité sur ces points. Il y a différentes hypothèses. Soit vous allez bénéficier de crédits ou réductions d'impôts. Je vous prenais l'exemple du Pinel, par exemple. Ça peut être le cas de Girardin. Avec le prélèvement à la source, vous continuez à bénéficier pleinement des effets positifs des crédits et réductions d'impôts. Le seul point négatif, c'est que comme le taux du PAS fait abstraction des crédits et réductions d'impôts, vous allez dans un premier temps devoir faire une avance en trésorerie parce que l'administration fiscale ne vous paiera qu'en fin d'année, vous remboursera vos crédits et réductions d'impôts. Mais vous en profiterez pleinement en dehors, effectivement, de cet élément. Sur les travaux. Alors, les travaux, vous avez compris que tout ce qui va générer une déduction du revenu en 2018 devrait être de nul effet. À quoi bon baisser ma base imposable si de toute façon je ne suis pas imposé? Ça ne sert strictement à rien. Sauf que, si je prends le cas des travaux notamment, des travaux baissent mon revenu imposable, qui ne sera pas imposé. Pas intéressant. Sauf qu'on me dit que ces travaux, je pourrais de nouveau les imputer pour 50% de leur montant en 2019, quand bien même je les ai réalisés en 2018. Eh bien, sur la base de cette réflexion, si certains d'entre vous devaient réaliser des travaux pour des montants extrêmement importants par rapport à leur revenu brut, c'est-à-dire par rapport au loyer, nous pourrions montrer mathématiquement que vous seriez amené à déduire plus de travaux que vous n'en avez effectivement réalisé en 2018. Pourquoi? Parce que vous allez combiner le droit à déduire de nouveau 50% de vos travaux, conjugué au déficit foncier que vous aurez généré en 2018, par le concours de travaux d'un montant important, très important, par rapport à vos revenus bruts. Donc vous allez lire dans la presse tous les jours, depuis des semaines, depuis des mois, qu'il ne faut pas faire de travaux. La réponse est peut-être. Pendant que d'autres vont y trouver leur compte. Là encore, des calculs s'imposent. Pour 2019, effectivement, là, ça n'est pas intéressant parce qu'on vous dit, pour 2019, que vous ne pourrez déduire en toute hypothèse que 50% des travaux faits, réalisés, assumés, payés. Donc là, pour le coup, effectivement, ça n'est pas très intéressant. Et puis, les autres éléments qui concourent à générer un déficit, ou en tout cas une déduction. PERP, Madelin, eh bien, on pourrait avoir le même raisonnement. Puisque ça réduit ma base imposable, c'est de nul effet. Et là encore, vous avez des voies d'amélioration, d'optimisation. Avant d'aller là, parce qu'on m'avait posé une question sur le déficit foncier, si vous avez des déficits fonciers en stock en 2017, malheureusement, la loi vous impose de les déduire de vos revenus 2018, et là, pour le coup, vous allez perdre l'avantage fiscal qui est associé à cette imputation. Donc, ne seront intéressants que les déficits 2018, en tout cas créés en 2018, qui s'imputeront en 2019. Mais ceux de 2017, pardon, j'ai une mauvaise nouvelle, vous en perdrez tous les avantages fiscaux auxquels, habituellement, vous accédez. Non, le stock de déficit foncier qui existait au 31 décembre 2017, que vous êtes censé imposer, imputer sur les revenus de 2018. Par contre, les déficits que vous allez créer en 2018, qui s'imputeront à partir de 2019, là c'est bon. Ah, peu importe. De toute façon, ils s'accumulent. Et dès que vous pouvez l'imputer sur des revenus de 2018, vous avez l'obligation de les imputer. Or, une nouvelle fois, ça va générer une baisse de votre revenu imposable qui ne sera pas imposée si tant est que ce soit un revenu courant. Alors, les revenus fonciers sont par principe des revenus courants et par exception des revenus exceptionnels. Je prends deux exemples. Vous avez, hypothèse un peu spécifique,
vous avez autorisé votre locataire à construire. Et le bail prévoit qu'en fin de bail, le bien vous revient. C'est un revenu exceptionnel. Deuxième hypothèse, vous dites, je ne suis pas imposé cette année, je vais dire à mon locataire, tu vois, plutôt que de me payer 12 mois, par exemple janvier 2019, tu vas me le payer en décembre 2018. Ça serait bien, parce que moi je ne serais pas imposé, si tu es limite, je te fais même une réfaction sur le loyer. Sauf que dès que j'aurais été payé sur plus de 12 mois, en tout cas si je suis contrôlé, par exemple la 13 douzième, ce supplément est un revenu exceptionnel. Autre hypothèse, je reviens au déficit. Vous savez que pour qu'un déficit, alors vous ne savez pas, pardon, c'est un abus de langage, un déficit foncier est imputable sur le revenu global à hauteur de 10 700 €, si tant est que vous conserviez le bien pendant au moins 3 ans après que vous ayez pratiqué cette imputation sur le revenu global. Eh bien, imaginez que vous vendiez le bien dans ce délai de 3 ans, on va réintégrer ce déficit foncier dans le calcul de ce qui aurait dû être imposable, cette partie-là sera un revenu exceptionnel. Vous voyez, donc pour vous dire qu'il y a une succession d'hypothèses où un revenu foncier qui est normalement un revenu courant est exceptionnel. Donc je disais, je prends juste 5 minutes, mais comme Philippe Régnier n'est pas arrivé, ça va. Là, on a conclu à l'idée que déduction du revenu global, c'est pas génial. On a vu quelques exceptions déjà en matière immobilière, mais il y a encore d'autres exceptions qui font qu'on va retrouver le sourire, par exemple pour ceux qui ont des perpes ou pour ceux qui font du Madelin. Si je suis sur un plan d'épargne retraite populaire, que nous dit-on? On nous dit que si nous sommes de mauvais citoyens, nous allons recevoir la fessée fiscale. C'est quoi la fessée fiscale? Eh bien, on me dit, imaginez qu'en 2017, vous avez versé 10 000 € de primes. Et comme en 2018, vous savez que ça ne procure aucun avantage fiscal, vous n'êtes pas plus bête que les autres, vous dites, bah, qu'à cela ne tienne, je ne verse rien. Et puis, comme tout redevient normal ou a priori normal en 2019, vous continuez ou vous reprenez ce qui était effectivement le montant des versements effectués jusqu'alors, c'est-à-dire 10 000 € annuels. Sauf que là, le législateur nous dit, si en 2018, ce sont des conditions cumulatives, si en 2018, vous avez moins versé que 2017, ce qui est notre cas, mais qu'en 2019, vous versez plus que 2018, vous ne pourrez pas déduire la totalité de la prime en 2019. En effet, vous ne pourrez déduire que la moyenne entre 2019 et 2018, soit 10 000, plus 0, divisé par 2. Vous ne pourrez déduire que 5 000. Et là, vous dites, bah merde, on est marron. Mais, si vous prenez les statistiques françaises, vous vous rendez compte que plus de 80% des foyers fiscaux français, quand ils ont un PERP, n'en ont qu'un. Or, il y a un principe de solidarité entre époux en matière de PERP. C'est-à-dire que je détermine le montant déductible en vertu des revenus de l'un et de l'autre. Monsieur, monsieur, madame, madame, monsieur, madame. Et de là, à quoi puis-je aboutir? Il se trouve que monsieur versait jusqu'alors 5 000 €. Et il se dit, je reprends ma formule consacrée, je ne suis pas plus bête que les autres, il n'y a aucune raison que je verse en 2018. Puisque je n'en tirais aucun avantage fiscal. Sauf que ne versant pas en 2018, s'il reverse en 2019, il ne pourra pas tout déduire. Eh bien là, que va-t-on faire? On ne va plus faire verser monsieur, mais madame, qui n'avait pas de père. Pourquoi? Parce qu'elle-même peut ne pas verser en 2018. Elle n'avait pas de père en 2017, elle n'avait pas versé. Et donc, elle pourra en 2019, elle, verser ce qui aurait été l'équivalent du versement de monsieur et de madame, et la totalité de sa prime sera déductible. Pourquoi? Parce qu'elle verse plus en 2019 qu'en 2018, certes, mais elle n'avait rien versé en 2017. Autrement dit, je retrouve le droit à tout déduire. Donc, je peux différer en versant plus en 2019 en jouant sur la mutualisation entre les deux époux.
ou attendre 2020 et tout verser en 2020. Encore une fois, on peut être acteur de sa situation fiscale. Et si d'aventure, ce qui pourrait être le cas, les deux avaient déjà un PERP, eh bien, ce qui commandera votre action, c'est de verser en 2018 sur la base des montants les plus faibles versés en 2017, c'est-à-dire prendre le PERP sur lequel on a le moins versé, pour verser l'équivalent 2018, de telle manière qu'en 2019, je retrouve le droit à verser beaucoup et que tout soit déductible. Donc là encore, tout va dépendre de votre situation. Est-ce qu'il y avait 0 PERP, 1 PERP, 2 PERP? Est-ce que j'ai versé sur les deux ou pas, puisque je n'ai pas d'obligation à un versement annuel? Donc là encore, j'adopterai une position en fonction de la situation que je vais rencontrer. Dernière hypothèse. Oui. Alors, je vais terminer par ça. Mais, pour ne pas rester sur une frustration, j'aurais des arguments. En tout cas, en certaines hypothèses. Imaginez que l'un d'entre eux ait des revenus beaucoup plus faibles que l'autre. Je peux vendre cette idée que j'ai fait souscrire le PERP à l'autre comme un élément de protection. Parce que je lui donne le droit à avoir des revenus différés, donc c'est un problème purement économique, parce que l'autre, effectivement, est déjà dans une situation parfaitement, je dirais, équilibrée d'un point de vue financier. Donc là encore, tout va dépendre des situations. Ah non, parce que donation déguisée, ça supposerait que l'un verse pour le compte de l'autre. Or, après, en plus, tout dépendrait du régime matrimonial. Soit que je suis en communauté ou en séparatiste. Ah bah attention, je peux aussi avoir, je peux me retrancher derrière la contribution en charge du mariage, ou encore aux donations rémunératoire. Donc là encore, peut-être que je saurais trouver les astuces. Pour le cas du Madelin, on retrouve des problématiques un petit peu analogues à celles du PERP, où on doit effectivement, là encore, raisonner sur ce qui s'est passé sur les trois, pas comme le PERP, pardon, sur les rémunérations sur les 3 années précédentes. En effet, imaginons que votre revenu ou bénéfice maximal des 3 dernières années, c'est-à-dire avant 2018, ce soit 110. Pourquoi? Parce qu'une année donnée, en 2016, j'ai fait 120, mais j'ai versé 10 000 € de prime en Madelin. Donc, mon revenu fiscal maximal des 3 dernières années, c'est 110. Et j'arrive en 2018 et je me dis, si je verse sur le Madelin, je réduis mon revenu imposable, sauf que fiscalement, de nouveau, je n'y ai pas intérêt. Puisque, à quoi bon réduire mon revenu imposable, puisqu'il ne sera pas imposé? Sauf que, si je fais ça, je n'ai pas baissé mon revenu de 120 à 110 parce que je n'ai pas versé ma cotisation Madelin, et ce faisant, j'ai créé quoi? Un revenu exceptionnel. Pourquoi? Parce que mon revenu de 2018 va excéder la plus forte des 3 dernières rémunérations ou des 3 derniers bénéfices. Donc, je n'ai pas versé Madelin en me disant « Ah ouais, je suis bon, j'ai réagi de manière circonstanciée ». Sauf que je n'ai pas mesuré que je crée un revenu exceptionnel qui, je vous le rappelle, sera taxé en N+1. Certes, à un taux moyen, mais restera imposé. Et donc, à partir de là, pardon? Si, parce que mon revenu de 2016, économiquement, c'était 120, mais fiscalement, c'était 110, parce que j'ai versé du Madelin, à hauteur de 10. Donc, je passais de 120 à 110. C'est bon? Sauf que là encore, ça, c'est celui qui n'a pas été actif, parce que vous avez encore des pistes de solution. La première, c'est de dire, bon, j'ai compris, en fait, il faut que je continue à verser, parce que sinon, je fais un revenu exceptionnel. Partons de cette hypothèse. Vous voyez, sur les 3 dernières années, vous avez un revenu de 200 000, vous avez versé une Madelin pour 200 000. En 2018, bah, vous dites bis repetita. Et puis en 2019, vous continuez. Tout en acceptant l'idée que ce que vous avez versé en 2018,
ne procurera aucun avantage fiscal, puisque nous l'avons dit, nous baissons un revenu qui ne doit donner lieu à aucune imposition. À l'inverse de 2019, où vous allez retrouver sa pleine efficacité. 100% d'efficacité plus 0% d'efficacité, sur 2 ans, je retrouve 50% d'efficacité, c'est-à-dire à l'identique du PERP. Mais je perds donc une partie de mon avantage. Non, mais je parle d'un point de vue fiscal. La déduction n'est pas annihilée. Je n'ai pas l'intérêt qui résulte traditionnellement de versant de primes en cotisation Madelin. C'est mécanique. Donc là, je peux adopter une autre stratégie, c'est de me dire, puisque Madelin ne me permet pas de déduire fiscalement en 2018, que moi, je veux pouvoir déduire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire la cotisation Madelin à 1/10 de son montant, qui est le minimum que je dois normalement verser. Je dis bien normalement parce qu'un certain nombre ne paieront pas de toute façon. Et je vais au contraire augmenter ma rémunération. Parce que ma rémunération, elle, sera déductible. Quel est l'intérêt de l'opération? C'est que la rémunération qu'on va verser en plus sera considérée comme exceptionnelle, sera donc taxée au taux moyen. Rappelez-vous, un revenu exceptionnel est taxé au taux moyen. Et en 2019, si je le souhaite, je pourrais verser en cotisation Madelin ce que je dois normalement verser en 2019, plus ce que je me suis privé de versement en 2018. Et à ce moment-là, que va-t-on observer? Qu'on sera imposé au taux moyen, c'est le jeu du revenu exceptionnel, mais j'aurai tout déduit au taux marginal, puisque je reverserai en 2019 un moment où les cotisations Madelin retrouvent tout leur effet. Mais c'est encore une autre possibilité, madame. Mais ça n'est pas la seule. Mais c'est une possibilité. Mais ça n'est pas la seule. Mais c'est une possibilité. On pourrait effectivement prévoir qu'en 2019, je me reverse la même rémunération de telle façon que celle de 2018 ne soit plus considérée comme exceptionnelle. C'est encore une possibilité qui va être conditionnée par quoi? Parce que mes clients seront capables de dégager en bénéfice de manière globale pour voir ce que je peux faire en termes de rémunération. Ce qui est sûr, c'est que là, en tout cas pour la matière que je suis censé développer auprès de vous, c'est sûr qu'on a plus de possibilités. Et comme l'a dit madame, c'est là où vous avez besoin d'être accompagné. C'est que moi, j'ai expurgé mon raisonnement d'autres éléments qui vont venir habiller un peu ce que nous allons faire, ce que vous allez faire. Sans ça, il peut y avoir un risque. Parce que l'administration fiscale nous a dit qu'elle nous punirait avec une clause anti-optimisation si elle devait considérer que ce que nous avons mis en œuvre pouvait être interprété comme manifestant la volonté unique du contribuable de limiter sa pression fiscale. Donc, à l'évidence, dans ce que nous faisons ici, il faut être en capacité de trouver les arguments permettant de légitimer un certain nombre des dispositions que nous aurons prises. Voilà ce que je voulais vous dire dans le temps qui m'était imparti. Je vous remercie pour votre attention. Ah oui, je vous avais rajouté le chat pour montrer que, bien que la fiscalité se soit simplifiée, ça reste compliqué. Je vais voir si vous trouvez la réponse. Si tu divises ton âge par 4 et que tu multiplies le double du résultat par 2, tu sauras combien de bougies tu dois mettre sur ton gâteau d'anniversaire. C'est un petit peu encore les règles du jeu auxquelles on est confronté. Voilà, je vous remercie.